Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. On va toujours rester en Afrique de l'Ouest puisque cette partie du continent nous donne du fil à retordre. Vous avez vu avec le C5 Sahel, mais aussi quelques espoirs par rapport à la question de la monnaie. Vous savez que le débat sur le franc CFA continue de secouer le continent. Or, du côté de la CEDEAO, on prévoit désormais de battre la propre monnaie qui est l'éco. Est-ce que, pour vous, Sergio Kanté Morel, du fait que le continent puisse se relever sur cette question de battre la monnaie est une bonne chose, notamment pour ceux qui estiment que le franc CFA n'a plus sa place et que les Africains devaient prendre en main leurs responsabilités par rapport à la maîtrise de leurs économies et de leur monnaie? Il était considéré comme l'un des vestiges de la France-Afrique. Le franc CFA cristallisait aussi des tensions liées au passé colonial de la France, particulièrement parmi la jeunesse ouest-africaine. L'abandon de cette monnaie est donc une bonne nouvelle. Elle sera remplacée par l'éco. Franc CFA, c'est la monnaie la plus maudite du terre. Un seul franc CFA représente 0,0015 €. Un mois plus tôt sur France 24, le président du Bénin exprimait déjà sa volonté de changement. La France va aussi se retirer des structures de gouvernance de la monnaie. De son côté, l'ancien Premier ministre du Bénin se réjouit d'une nouvelle forme d'indépendance économique pour l'Afrique de l'Ouest. Probablement, les gens ne verront pas tout de suite la différence, mais une des différences, c'est que c'est attractif pour les autres pays et qu'on sera plus nombreux au sein du nouvel éco. L'éco sera mis en place en 2020, mais sa valeur dépendra toujours de l'euro puisque la parité entre les deux monnaies sera maintenue. Voilà, cette affaire d'éco est un projet de l'Union africaine qui date de 83. Donc il n'est pas du tout nouveau. Mais ça semblerait être une réponse aux revendications des activistes. N'oubliez pas... Parmi lesquels, en première ligne, vous avez Kémy Séba. Oui, mais pendant 10 ans et plusieurs années devant lui, il y avait Nicolas, le Béninois là, oui, qui déjà en parlait. Et donc je pense que c'est Nicolas qui a servi de base de travail. Enfin, aujourd'hui, celui qui est visible sur ces questions-là, c'est Kémy Séba. Avec son ONG Urgence Panafricaine. Avec ce ONG Urgence Panafricaine, qui est en première ligne, parce que bon, d'abord il a été chassé de Dakar pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs. Il a été chassé, alors qu'il imitait Serge Gainsbourg, il y a quelques années, qui brûlait un billet de 500 francs français, et alors qu'il n'a pas eu de problème du tout. Pas de problème du tout. Alors, est-ce que Macky Sall, dans ce cas-là, voulait plaire à la France pour dire oui, le combat des Français, parce que Kémy Séba est quand même français d'abord, avant d'être béninois ou sénégalais, même si ses parents viennent du Bénin, et que le problème français et les querelles françaises n'allaient pas se déplacer sur le territoire sénégalais, mais après, ça s'est amplifié parce que Kémy Séba a eu d'autres enfants. On a vu aussi Nathalie Yombe qui a sorti, a rebondi sur la même question et qui, cette fois-ci, c'est de la Côte d'Ivoire qu'elle est chassée. Donc ça veut dire que nous avons deux pays qui sont des pays phares, des pays importants pour la France. Je me rappelle que Aminata Dramane Traoré, quand la crise ivoirienne a commencé, a écrit un livre qu'elle appelait La Côte d'Ivoire, vitrine brisée de la France. Donc on peut dire la même chose pour le Sénégal, qui est peut-être encore la vitrine intacte de la France, parce qu'il n'y a pas eu de troubles, il n'y a jamais eu de troubles importants au Sénégal. Mais bon, ça veut dire que ces deux pays sont les pays qui soutiennent que le franc CFA n'est pas une mauvaise monnaie en soi. Et est-ce qu'il faut les donner raison ou pas? En tout cas, on voit que ce sont les mêmes outils, les mêmes éléments qui sont, qui sont dans le CFA, qui seront placés également dans l'éco. Il n'y a que le nom qui change. Alors, est-ce que le changement de nom suffit à faire taire Kémy Séba, à faire taire Nathalie Yombe, à faire taire tous ceux qui disent aujourd'hui que le CFA nourrit la France plutôt que l'Afrique? C'est vrai qu'on a en tout 80% de notre argent qui se retrouve dans la réserve française et on ne peut pas dépasser les 15% de dette quand nous voulons en contracter, mais en même temps, on nous oriente à nous endetter dans les clubs de France, dans les banques françaises, anglaises, plutôt que dans la Banque africaine de développement. Donc il y a quelque chose qu'il faut régler impérativement en profondeur
plutôt que de rester en surface avec le changement de nom et qui ne change pas. En attendant que cette affaire soit réglée, on va quand même se réjouir. Je pense que cette réjouissance a été bien exprimée du côté d'Abidjan. C'est la libération en 2019 en fait de Laurent Gbagbo qui était détenu à La Haye. Ah oui, bon, cette libération, oui. On a aussi vu Guillaume Soro se précipiter pour aller saluer Blé Goudé, le co-détenu de... Voilà, donc c'est une Côte d'Ivoire qui se retrouve et qui se réunit. En 2019, on a quand même des moments assez forts. Dans un pays où on sait aussi qu'il y a quand même des tensions pas mal. Alors, est-ce que c'est pas un déplacement et un bonjour factice ou de protection de soi-même que Guillaume Soro a fait? Parce qu'on ne peut pas faire la guerre à quelqu'un qui est au pouvoir, hein. Même mal élu, c'est Blé Goudé et son mentor Gbagbo qui était quand même au pouvoir. Est-ce qu'on leur fait la guerre, on fait des morts, on les déplace à la CPI en catimini, ils purgent des années, et puis la CPI dit non, en fait on s'est trompé, vous êtes libres. Quand ils rentrent chez eux, quand Gbagbo et Blé Goudé vont rentrer chez eux, c'est pas pour aller embrasser leur bourreau, ceux qui les ont envoyés à la CPI. Oui. Alors, enfin, le geste est quand même fort, je veux dire. Quand on va des pays souvent divisés, où les querelles restent, dirais, longtemps, voir monsieur Guillaume Soro aller s'embrasser avec Blé Goudé, c'est quand même quelque chose qui donne une perspective pour 2020 pour les Ivoiriens en se disant que les choses iront sans doute mieux. Non, pas du tout. Parce qu'il faut connaître la sociologie politique et sociale même, hein. Le schéma social et politique de la Côte d'Ivoire. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays où quand même tu as Alassane et Soro, même s'ils ne sont pas de la même religion, ils sont de la même région. C'est des Djoula. C'est des peuples Djoula qui savent, qui ont des outils, des mécanismes de réconciliation, rien que pour se dire bonjour, qui n'a rien à voir avec une réconciliation en profondeur, où les victimes collatéraux n'ont pas dit leurs mots. Il faut tenir compte de ça. Donc, je ne pense pas que c'est fait. C'est juste quelque chose de factice pour se protéger soi-même, hein, notamment pour Soro, et que Gbagbo, une fois sur place, ne sera pas décideur du programme qu'il aura devant lui, parce qu'il a un parti. N'oubliez pas que sa femme aussi, Simone Gbagbo, qui est peut-être déjà son ex-femme, a une autre posture. Sa femme, qui dirige sa vie actuellement, Nadine Bamba, qui a une autre vision, et que le parti a une autre vision. Il faut mettre tout ça ensemble pour pouvoir décider de son avenir une fois arrivé au pays et face aux militants. Voilà, il y a quelqu'un qui a décidé de son avenir, il sait ce qu'il va en faire, c'est Patrice Talon. Patrice Talon, c'est le président du Bénin, on l'a vu en 2019 quasiment se déguiser, il faut parler de déguisement, en dictateur, puisqu'il a fait fuir du pays son prédécesseur qui est revenu bien sûr, mais en fait c'était un geste assez fort, puisque Patrice Talon a organisé des élections où il était tout seul, et à la fin, il a organisé aussi, je dirais, un dialogue national où les gens qui lui convenaient étaient présents, et à la fin, si vous me permettez encore une troisième fin, il fait demande à son rival politique, mais enfin, qui a été en exil, le président Yayi Boni, de revenir au pays, on l'a vu rentrer, voilà, et pour un happy end, comme on dit. Alors, il y a 20 ans, ce pays a accumulé beaucoup d'anciens présidents. Et avant 20 ans, il y avait d'autres anciens présidents qui étaient toujours autour de Yayi Boni au moment fort des crises ou de prévention de crises dans le pays. Notamment Nicéphore Soglo. Nicéphore Soglo, qui a été une grande figure de la démocratie. On a vu avec Kérékou le jeu qui s'est passé, et puis lui, voilà. Donc, quand on a vécu ça, on ne devrait pas vivre la fuite d'un successeur et d'un prédécesseur. Alors que on a beau reprocher des choses à Yayi Boni, c'est pas le gars qui a monopartisé le pays, les politiques, non. Il a cet art, bon, c'est-à-dire il est un peu comme Déby, on les trouve plus près des débits de boisson que près de leur peuple, ça c'est sûr, mais ils n'ont pas caporalisé le pays au point que l'a fait ce monsieur-là, Talon, qui a été victime, hein, un peu, parce qu'il était en exil, il a connu l'exil, il était ici en France, il ne pensait pas, parce que face à Zenzou, qui était le conseiller d'un homme politique important français quand même, on avait pensé que la France, ou le Parti Socialiste du moins, allait mettre les moyens pour imposer Lionel Zinsou, ce qui n'a pas été le cas, c'est Patrice Talon qui l'emporte, et tout de suite, on voit qu'il fait des marquages, mais dans l'autre sens, dans le sens contraire du développement de la vie démocratique
dans lequel il a trouvé le pays. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était un dictateur déguisé qui est venu avec un discours charmeur qui a fait que le Bénin, le Bénin a été séduit par lui pour en fait montrer qu'il n'était qu'un loup déguisé en âne? Parce que les reculades, il n'y a pas de remontade depuis mais on enregistre des reculades. Point de vue économique, point de vue. Et puis, il faut pas oublier non plus que c'est le bonhomme qui a le plus de tous les présidents béninois, qui a le plus de membres de sa famille autour de lui, même en dehors de son pays. Je veux penser à son neveu, qui est notre confrère, Boniface Vignon, qui est le fils de sa sœur, qui est ambassadeur d'un des pays émergents, économiquement forts aujourd'hui, qui passé du même stade d'économie que les pays comme les nôtres à pays émergents aujourd'hui. Le Brésil, c'est pas un petit pays. Voilà que son neveu se retrouve là-bas et il y a pas mal de personnalités de sa famille qui sont autour de lui pour construire cette reculade démocratique dans son pays. Voilà, mesdames et messieurs, nous, on ne va pas reculer, mais on va juste prendre une pause. On vous retrouve à tout à l'heure. Faut pas blaguer des Ziana TV, il n'y a pas de Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV, faut pas blaguer des Ziana TV, il n'y a pas de Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau. Vous suivez avec nous la rétrospective de l'année. Nous avons décidé de faire un tour du continent. Nous étions au Maghreb, nous sommes passés au Sahel, en Afrique de l'Ouest et maintenant on va traverser le désert pour arriver du côté de l'Afrique centrale, au bord du fleuve Congo ou encore au bord de l'Alima. Salut Kanté Morel, l'Afrique centrale aujourd'hui, 2019 déjà, quel bilan, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ouais, c'est la léthargie, c'est des républiques familiales qui s'installent, c'est la mauvaise gestion de l'économie. Quand je parle de la république familiale, il faut voir du côté de la Guinée équatoriale, du Gabon, de la République du Congo chez nous, et de l'Angola qui est sorti du pas de là, parce que l'Angola est quand même le pays qui est en train aujourd'hui de juger sur son territoire le fils de du précédent président, qui Eduardo Santos. Eduardo dos Santos, son fils, et deux autres personnalités du pays pour une histoire de 1,5 milliard détournée, et donc qui a aussi dans son collimateur la femme la plus riche de l'Afrique, Isabelle dos Santos, qui n'est autre que la fille du président également. Donc, quand on regarde ces choses-là, on se rend compte que tous ces problèmes, les retards démocratiques, les retards sociaux, les retards économiques, c'est toujours concentré en Afrique francophone en général et en Afrique centrale en particulier, parce que je crois que les peuples sont peut-être d'accord qu'ils ont des dirigeants qui méritent. Alors, des gens qu'on mérite, il faut quand même dire une chose, c'est qu'on voit une partie du continent qui bouge, c'est l'Afrique de l'Ouest, une partie du continent qui bouge aussi, mais en reculant, c'est l'Afrique centrale. Il y a remontada et reculada, selon où on se trouve en fait. Alors, commençons d'abord par l'un des plus vieux présidents installé en Afrique centrale, c'est le Suisse Bouya, j'ai dit Bouya, le Suisse Biya plutôt, puisque le président Paul Biya a été réélu, il a fait arrêter ses opposants, il s'est installé, il les a libérés, voilà, il continue à faire, je dirais, ce qu'il sait faire depuis quasiment plus de 30 ans. Oui, mais seulement maintenant, avec cette histoire de anglophone, il y a deux franges qui se sont dégagées, ceux qui pensent qu'il faut chasser Biya et d'autres qui pensent, des anglophones qui pensent qu'il faut, c'est pas diviser le pays en deux. Alors donc l'épiscopat de l'anglophone qui gère cette question et qui a à sa tête notre confrère avec le cardinal Toumi. Voilà, eux ils pensent plutôt que le problème, la séparation, la division du Cameroun n'est pas le problème. Le problème est le départ de Paul Biya, et ils ont pu donc par la diplomatie, par la mise en place de beaucoup de mécanismes,
avoir des compatriotes suisses de Paul Biya qui le chassent de la Suisse. Ça fait qu'aujourd'hui, Paul Biya peut être tout le long de l'année en face de ses compatriotes. Il est un peu plus présent maintenant. En 2019, on l'a vu un peu plus présent, puisqu'il y avait une élection présidentielle qui se préparait. Il était quand même un peu plus assidu au Cameroun. Il était plus assidu et tout ça. Mais c'est le même Biya, aujourd'hui, Gaga, qu'on a vu à 2 reprises le pantalon tomber lors de manifestations publiques. Son garde du corps a rattrapé une fois, la seconde fois dans le même temps, c'était sa femme. Donc jusqu'où peuvent aller nos chefs d'État dans la dégénérescence naturelle qu'est l'âge pour se maintenir au pouvoir. Moi je crois qu'à un moment, quand on en arrive à ce niveau où on n'a plus tout son réflexe, il faut avoir l'humilité de se dire j'ai assez fait. Pour le reste, pour ce qui me reste de vivre, au moins sortir par la grande porte honorablement que de continuer alors qu'on sait qu'on n'apportera plus grand-chose. Et maintenant, Kamto, il a pu le libérer, mais bon, est-ce que Kamto en prison ou libre arrange vraiment globalement la crise, les différentes crises que se trouvent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui au Cameroun, qui ont leur siège au Cameroun aujourd'hui, qui a besoin d'autre chose, qui a peut-être besoin aussi de tous ses fils disséminés dans les diasporas et à l'intérieur du pays qui croisent les bras en se disant que oui, on va le laisser, on attend et voilà. Je pense que chaque Camerounais, c'est d'ailleurs ce qu'on reproche aussi quelque part à Nathalie Yombe, de n'avoir jamais manifesté physiquement dans l'un de ses pays d'origine, le Cameroun, bien que je ne pense pas qu'il faille être physiquement dans un pays pour pouvoir porter la cause et que voilà. Donc, mais on lui reproche ça de n'avoir pas été physiquement au Cameroun pour dénoncer une des plus vieilles dictatures et présence physique d'une même personnalité à la tête du pays que de voir ça. En tout cas, le Cameroun, où il s'en sortira parce que la nature a réglé le problème, mais je vois mal que le Camerounais puisse s'en sortir parce qu'il a voulu se battre pour libérer son pays et apporter le changement. Voilà, quelqu'un qui se bat pour son pays, c'est Denis Sassou Nguesso, puisque lui-même il a dit lors de son message à la nation, vous rigolez, ça doit compter. Non, oui, mais on peut se battre de plusieurs façons. Ben voilà, mais donc lui il mène son combat puisqu'il a quand même gagné face au FMI. Il faut quand même dire qu'en 2019, c'était la consécration pour l'État congolais, cette signature avec le FMI, avec aussi, je dirais, la première partie qui a été versée, et là à la fin de l'année, une douche froide, une deuxième partie qui n'arrivera peut-être pas, mais qu'il faut l'attendre en 2020. Voilà. D'abord, il faut rappeler que cette histoire de signature avec le FMI date de plus d'une année. Donc, on a pendant quelque temps vécu chaque année avec cette histoire. Quand même, ça monte à 200, on ne sait pas. Le problème était permanent quand même. Jusqu'à ce qu'on voit un rapport sortir après que le FMI ait injecté 48 milliards. 48 millions de dollars. 48 millions de dollars. Qui est quoi face aux 5 000 milliards que le budget congolais avait. Bon, bref. C'est-à-dire, il y a eu ça, mais le rapport qui contient 48 points pour permettre à Sassou, c'est-à-dire un programme qui permette à Sassou de s'en sortir avant le deuxième échéance. On trouve notamment que le FMI a indiqué que Sassou, sur le point de vue démocratique, gagne 3 points sur 10. 3 points sur 10, on n'applaudit pas ça pour ça. Oui. Et en termes de corruption, Sassou à 19 points sur 100. Donc quand on le place dans le doing business, il n'est rien, il est noyé par d'autres pays il est à la queue. Voilà, il peut être visible de l'arrière. Et je vous rappelle que les gens qui sont de sa suite, généralement, c'est ce qu'ils voient, ils aiment regarder dans le rétroviseur pour voir qui est derrière, au lieu de regarder devant et de pouvoir rattraper les meilleurs qui sont devant ou aspirer aussi à les dépasser. Oui. Donc voilà que Sassou, aujourd'hui, dans cette quête-là, se retrouve lui-même coincé par le fait qu'il n'a pas pu saisir l'opportunité ou tout simplement, il ne peut pas mettre en place les mécanismes qu'on lui a conseillé de mettre en place. Ce qui a fait que vous avez pu voir sur TV5 il n'y a pas très longtemps, Thierry Mungala qui sort, qui dit que oui, le FMI nous a demandé de lutter contre la corruption. Mais la lutte contre la corruption suppose un mécanisme, un outil mis en place
pour pouvoir détecter. C'est existe, puisqu'il y a la autorité pour la lutte contre... Oui. Ça veut dire qu'il veut nous dire que cette autorité est là, mais c'est une coquille vide, qu'ils ont laissé vide exprès, et que c'est maintenant qu'ils vont tenter de remplir afin de pouvoir prendre après le corps. Et ça les a rattrapés, parce qu'aujourd'hui, ça fait que le programme qui devrait, la deuxième tranche du programme n'a pas pu être injectée, et le problème ira crescendo. Ils sont en train de se satisfaire du fait que la BAD a injecté 100 et quelques milliards de CFA, et que la France, enfin, un cafouillage qui fait qu'on ne se retrouve pas, on est dans un labyrinthe qui fait qu'il faut être vraiment ingénieux pour pouvoir décortiquer, savoir ce que veulent vraiment ces dirigeants-là pour leur pays et leur peuple. Alors, il y a au moins quelqu'un qui sait ce qu'il veut au Congo-Brazzaville, c'est le procureur Okon Gakala, puisqu'on a vu en 2019 un grand procès, 2 grands procès. Bon, ces procès-là, au Kombi, d'Abiram, ce sont des procès pour qui ont fait, pour paraphraser Maître Bokunda Diallo, qui ont fait le droit du deuil au Congo. On ne peut pas dire que... ou le deuil du droit. Le deuil du droit, oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, pour paraphraser Bokunda Diallo, ce sont des procès qui ont confirmé le deuil du droit. Le Congo, en 2019, a enterré le droit, je veux dire. Il a enterré le droit à plusieurs reprises, même lorsqu'il n'arrive pas à faire les procès. C'est-à-dire, lorsque, dans un pays sérieux, lorsqu'on a eu un rapport comme celui de Global Witness qui a épinglé Claudia Denis Sassou Nguesso dans l'affaire de Trump Tower, et le détournement de plus de 20 millions de dollars, n'importe quelle justice sérieuse dans un pays ouvrirait une information judiciaire pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé ou non, alors que non, chez nous, que dalle. Et puis, Chéri Mungala s'est permis, toujours sur TV5, chez votre concurrente, dire que il a sorti cette phrase que, oui, à propos des biens mal acquis, il a en face de lui une France recolonisatrice. Alors que dans la même émission, dans le même temps, même espace, il a d'abord salué cette France-là qui a fait ingérence économique en injection de l'argent même avant que le FMI ne décide de verser de l'argent. Donc l'argent français était en attente que le déblocage se fasse avec le FMI pour être utilisé. Il le dit, et pour lui, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que l'ingérence? Est-ce que c'est seulement quand on le coince politiquement, dans le droit aussi, ou si la France avait refusé d'injecter cet argent-là, il aurait dit que la France est fait de l'ingérence économique, judiciaire, politique et peut-être sociale également. Voilà donc un pays qui a pour porte-parole quelqu'un qui est sélectif à... Il se soumet à la France, il applaudit quand il lui fait du bien, mais c'est de l'ingérence. S'il espère aussi que déclencher un procès sur les biens mal acquis est de l'ingérence, il n'a qu'à considérer aussi que accepter l'argent ou donner de l'argent à un État souverain, c'est aussi de l'ingérence et traiter de part et d'autre pareil. Voilà, on a bien compris ce deux côtés. On va rester toujours sur les bords du fleuve Congo, on va quitter un rive pour l'autre, on va passer du côté de Kin. Là, il y a 3 hommes, ce qu'on appelle un triumvirat, 3 hommes qui aujourd'hui sont assis, je ne sais pas dans quelle position, sur le fauteuil. Vous avez M. Kabila, M. Fayoulou, qui continue de réclamer son fauteuil, et M. je dirais Tshisekedi, qui lui est assis, mais pas très confortablement. Comment, je dirais 2019, donne quand même des situations, voilà, Kabila, lui, tout à fait, mais qui plane toujours. Alors, comment envisager 2020 quand on sait quand même que M. Tshisekedi a eu quand même du mal à s'imposer sur la scène internationale, tant que l'activiste de Fayoulou, que nous avons reçu sur Diana TV, c'est vous qui l'avez interviewé, a quand même, je dis, porté de l'ombre à cette présidence. Oui, mais c'est-à-dire, au départ, Tshisekedi, a eu 2 fronts sur lesquels il fallait qu'il soit pompier. Le front Kabila, qui avait de la place politique, beaucoup d'espace, qui l'étouffait, c'était clair. Et l'autre front, c'était le front des contestations qu'avait ouvert Fayoulou, et qu'il fallait aussi éteindre avec son outil de pompier. Mais au fur et à mesure, c'est qu'on a vu Tshisekedi prendre de la place dans le cœur de ses compatriotes. Notamment, vous l'avez vu lorsqu'il est parti en Belgique, à Matongé, dans ses cafés d'enfance ou de jeunesse, marcher avec ses compatriotes, comme lorsqu'il était étudiant, lorsqu'il était plus jeune encore. Et que on a encore vu cette année, pas très longtemps,
que 3 diplomates mis par Joseph Kabila aux Nations Unies ont été destitués par Joseph Kabila, qui prend de plus en plus de... Par Tshisekedi, pardon. Donc, ça veut dire que plus on avance, ça sera bientôt l'an 1 de son accession au pouvoir, plus on avance, plus on est en train de voir que l'alternance politique qu'il a eue est en train de devenir... ça prend un peu plus de temps. Ça prend de temps, mais ça se confirme également, parce qu'il rentre dans le cœur des populations, il sait de plus en plus ce qu'il veut, et y compris de respecter les consignes que lui a données ceux qui tirent les ficelles, de se rapprocher du Rwanda. D'accord. Et là, il ne fait pas des mules. Ses compatriotes sont fâchés parce que vous connaissez l'histoire de Kabila père à Kabila fils et de la colonie, du fait que le Rwanda fait une colonie de peuplement dans l'est de la RDC qui a fait plus de 1 500 000 morts, qui a fait des déplacés, qui continue, les violences sont toujours là, et que ce président ait pour référence Kagame et le Rwanda dans ses discours, dans ses présences, y compris lorsqu'ils se retrouvent hors du pays, qu'on les voit main dans la main et choque plus d'un Quinois. Mais je crois que c'est la réelle politique qui commande que les choses se passent comme ça, et que c'est peut-être par là qu'il pourra soumettre Kagame pour permettre que les partenaires qu'il appuie au piège de la RDC le considèrent lui plus, qui est détenteur de matières premières, que Kagame, qui n'en a qu'une partie épillée, mais qui le vend beaucoup moins cher que sur le prix du marché. Voilà, on a bien compris le prix du marché. Il y a aussi, je dirais, un marché politique à conquérir. On va quitter les bords du fleuve Congo pour les bords de l'Ogooué, puisque là-bas, du côté du Gabon, on a vu un homme malade, le président Ali Bongo, finalement, avec un pays qui a navigué à vue, qui a tenu, on l'a vu, ce président Ali Bongo revenir sur la scène internationale, puisqu'il a présidé il y a quelques jours, en fait, du côté de Libreville, le sommet de la CEMAC. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, ben voilà, un ressuscité, un politique qui physiquement diminué, mais a continué par le biais d'autres, a continué à gérer ce pouvoir? Non. Je crois qu'il est comme Kagame, non, comme Bouteflika, et comme tous ces présidents impotents, qui ne sont pas en soi des obstacles à la gestion d'un pays. Mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment la main, en fait. Ils sont tenus par un système qui élargit ses tentacules. Vous avez bien vu que lorsque Bongo est tombé malade, c'est tout de suite la cruche qui a pris les choses en main. Et il est en prison aujourd'hui, là. Aujourd'hui, il est en prison, on lui reproche un peu tout, peut-être parce qu'il a trop pris la main, et s'il avait l'intention de faire un coup d'État, il a certainement raté le moment de le faire, parce que c'est pas le moment où le type arrive à marcher, plutôt que pendant qu'il était dans un fauteuil roulant ou à l'hôpital en Arabie Saoudite ou au Maroc, il aurait dû penser à faire certaines choses. Mais ce qui a donné pour conséquence que Ali Bongo n'a plus confiance en la ruche et à ses amis. Je crois qu'aujourd'hui ou hier encore, d'autres personnes sont parties en prison. Mais ça lui a permis de mettre son fils. Ça fait que Nordine. Et nous risquons d'avoir Omar Bongo, Ali Bongo, Nordine Bongo, si nous ne faisons pas attention. Alors, j'étais sur une radio pour l'enregistrement d'une émission de fin d'année où j'ai été rédactrice en chef avec Laurence Nant, qui promet que au Gabon, Noureddine ne sera pas chef d'État. J'ai dit si. Sauf que si nous mettons en place une convergence des colères et des luttes pour la zone Afrique centrale, sinon avec les mêmes problèmes, les présidents qui durent, qui veulent faire des passations, comme on a vu en Angola, comme il est soupçonné d'être fait au Congo-Brazza, on risque de se retrouver même, je dirais que si aujourd'hui Chantal Biya le veut, parce que le fils Biya a décliné, mais si Chantal Biya, à mon avis, veut prendre la succession de son mari, ce sera une formalité. Oui. Donc, je pense que je lui ai conseillé qu'il y ait une convergence de colère et de lutte pour pouvoir aspirer à asseoir la vraie démocratie et l'expression des libertés dans nos différents pays en Afrique centrale. Voilà, mesdames, messieurs, nous faisions une rétrospective 2019, une année chargée en actualité sur le continent africain. Nous avons parcouru ce continent du nord au sud, nous arrivons quasiment
à la fin de cette rétro Sadio Kanté Morel, il faut quand même dire que 2020 s'annonce comme une année chargée électoralement pour le continent africain. Certains pays se préparent, qui présidentielle, qui législative, au fur et à mesure. Ouais. Il y aura 5 élections présidentielles et une vingtaine d'autres législatives, municipales et régionales. Donc la Tunisie qui vient d'élire par exemple son tout nouveau président va aller au régional en 2020. Vous avez le Mali qui aura 2 autres élections municipales et législatives. Le Tchad, le Burundi, le Comore, tous les grands pays, l'Éthiopie, le Cameroun, ont tous dans le calendrier des élections. Mais ce sont on va plutôt s'attarder, si vous le permettez, sur les présidentielles parce que le Niger va au présidentiel. Mais là, c'est clair. Il suffit, il ne se présente pas. Il a même permis à son opposant de revenir sans être inquiété, alors qu'il y a un mandat d'arrêt qui pèse sur lui, à moins qu'il veuille que ce soit quelqu'un de son système, de son entourage qui passe comme ça. On pourra brandir à son adversaire politique son mandat d'arrêt pour l'emmener en prison. Et bien que le Rwanda n'ira pas aux élections, Paul Kagame a quand même annoncé que lui, il s'arrête là. Il va s'arrêter en 2024 et il ne va pas postuler, qu'il pense qu'il faut remettre maintenant, après avoir tant travaillé, remettre le pouvoir au peuple pour qu'il puisse désigner un autre fils qui pourra faire certainement mieux que lui. Ça, ce sont les propos de Kagame, mais rappelons quand même qu'il a fait 20 ans au pouvoir, quasi. Et il y a d'autre part la Côte d'Ivoire qui va aller aux élections. Et là, c'est très intéressant parce que Alassane Ouattara a annoncé qu'il ne va pas se présenter. Mais en même temps, il y a un chantage où il dit que si Bédié et ou Gbagbo se présentent, je me présente. Donc, on ne sait pas. Les élections vont se tenir en avril ou mai. On est dans l'expectative. On va voir s'il y aura élection sereine ou si les démons de la division et de la guerre vont se présenter encore en Côte d'Ivoire. Et c'est à craindre. Voilà, on ne va pas se quitter sur une crainte, Sadio Kanté Morel. Qu'est-ce que vous voyez comme perspective, je dirais positive, par rapport au continent en 2020 ? On sait que la France va consacrer une année entière. 2020, c'est l'année de l'Afrique en France, donc avec des manifestations très importantes, des rencontres qui auront lieu au mois de juin, je pense, du côté de Bordeaux, avec les différentes diasporas. Est-ce qu'on peut aussi se dire 2020, c'est l'année des retrouvailles, ou des retrouvailles, ou des réconciliations, ou des embrassades entre le continent noir et ce que disait à l'époque la mère patrie qu'est la France. Voilà. Depuis 1960, de 1960 à aujourd'hui, il va faire le concentré de rencontres que les Africains ont toujours eu avec la France. Oui. Ça, c'est un. Vous vous souvenez que quand l'Afrique a célébré ses 50 ans d'indépendance dans sa gibecière, c'est Toubon qui avait emmené de l'argent pour permettre aux Africains, aux pays africains, de l'argent de la France, bien sûr, de fêter et ici et là-bas. Donc, les retrouvailles du genre ne sont pas nouveaux. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans ? Est-ce qu'il faudrait toujours que ça soit guidé, orienté par la France, qui nous met dans l'inconscient, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit conscient que la France est un pays comme nous sommes un continent et que dans ce continent, il y a des pays, des hommes et des femmes intelligents qui peuvent se battre pour leur autonomie et peut-être même pour devenir une puissance. Oui. Et nous le disons au moment où l'Éthiopie, souvenez-vous, il y a 20 ans, il y a une trentaine d'années, si vous étiez comme moi à Brazzaville, vous avez vu des femmes, des enfants faire la manche en tant que mendiantes parce qu'ils avaient été victimes d'une sécheresse sans précédent et que parmi les filles qui mendiaient au Congo, j'ai rencontré une au Burkina Faso qui parlait le Lingala. Donc nous retrouvions souvent avec Michael Moutouari qui était à Ouagadougou à l'époque, cette fille-là et moi pour parler Lingala. Et c'est une Éthiopienne qui avait transité par Brazzaville avant d'arriver là, et certainement qu'elle a eu un autre pays meilleur où elle a pu parachuter. Mais c'est dire que ce pays-là, où il y a 30 ans, n'existait quasiment pas du fait d'une sécheresse. Et qu'aujourd'hui, elle a pu lancer son premier satellite. C'est dire qu'on peut partir de rien. Tant que la volonté est, et des hommes de qualité, tout est possible. Ouais.
Il faut dire si tout est possible pour l'Afrique, puisque vous avez eu le Premier ministre éthiopien qui a eu le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix, bon, ça c'est... c'est quand même symbolique, je veux dire, c'est quand même symbolique. Il a quand même on a vu comment ce pays a bougé, oui, du fait au niveau de la réconciliation, de pouvoir ramener ce climat-là, qui soit un peu plus serein et qu'il obtient ce prix Nobel de la paix. Voilà, d'accord. Ce sont de bonnes notes, l'année pour finit bien. On peut prédire qu'ils vont continuer dans cette lancée, que dans 30 ans, c'est un pays complètement développé, ou du moins qui va atteindre le niveau des pays émergents comme la Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde. On le souhaite. Mais bon, pour le reste, croisons le doigt. Croisons les doigts, comme on dit. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2020 ça doit compter. La chute de la dictature chez moi. D'accord, le dictateur vous entendra. S'il a envie de partir, je pense qu'il entendra le vœu qui est le vôtre. Je pense que c'est un vœu qui est très cher et que vous voulez qu'il se réalise à la fin de l'année 2020 ou bien dès qu'on entame à la fin, dans quelques jours. Ouais. Très bien, voilà. Ou les premiers jours de 2020, pourquoi? En 2020, plaçons 2020 dans le cadre de tous les possibles, hein, que tout le mal reste dans 2019 et que 2020 s'ouvre démocratiquement et en termes de liberté collective et individuelle sur de bonnes et belles perspectives. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons vous laisser aussi dans de très belles perspectives puisque vous vous préparez à réveillonner et à passer une très belle fête de Nouvel An. Je vous prie de pouvoir trouver l'expression de nos vœux les plus chers pour vous et les personnes qui vous ont accompagné. C'est le Kanté, nous espérons vous retrouver encore sur Ziana TV en 2020 afin de commenter et de continuer à nous nourrir de l'actualité du continent. Inch'Allah, comme on dit, plaise à Dieu. Voilà, Inch'Allah, on l'a entendu. Merci de nous avoir suivis. Merci à Sadio Kanté. Vous avez suivi là donc un programme spécial pour une retro du continent par rapport à son actualité 2019, les grands moments, les grands centres qui nous ont préoccupés. J'espère que vous avez pu trouver des éléments nécessaires. Vous nous direz sans doute qu'on n'a pas tout abordé, mais ça ne vous empêche pas aussi de pouvoir compléter, voilà, donc cette rétro par les informations qui vous paraissent intéressantes. Vous pouvez laisser en bas ou en commentaire de ce document. Merci à vous aussi, merci à Maya, merci Anthony, merci à vous tous, toujours aussi nombreux à suivre les programmes du Ziana TV. Encore bonne année.